Ça paraît trop beau. T'imagines? J'achète un bien et je peux vivre avec toute ma vie? Comment devenir rentier sans travailler via les actions et dividendes? J'ai 33 ans et je suis à la retraite. S'il est si facile de prendre sa retraite à 30 ans ou 40 ans, alors où sont tous ces jeunes rentiers? La réalité de la liberté financière et du mouvement FIRE est bien plus nuancée que ce qu'on vous raconte. Ce qui se cache réellement derrière cette tendance et certaines des méthodes que vous voyez partout peuvent en fait être très dangereuses pour votre vie sociale et votre patrimoine. Donc j'économisais 70 à 80% de ce que je gagnais. Enfin ça, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Donc ça veut dire, même si vous êtes habitué à aller au restaurant, vous y allez quasiment plus, vous voyez moins vos amis, vous vous mettez en colocation, vous partez quasiment pas en vacances. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes tombent dans le piège des pseudo-rentiers à Dubaï qui louent une villa et une voiture de luxe juste pour vous impressionner. Évidemment, beaucoup de Français rêvent d'échapper au fameux métro, boulot, dodo, de sortir de la fameuse rat race, comme on dit. Est-ce que c'est vraiment possible d'y parvenir avec des méthodes sérieuses et fiables? Pour voir si vous pouvez réellement atteindre cette fameuse liberté financière, nous allons suivre 4 profils de Français allant du salarié au SMIC aux salariés gagnant parmi le top 1% de ceux qui gagnent le plus en France, soit plus de 7 512 € par mois. Leur taux d'épargne mensuel est ambitieux mais faisable, de 10% pour le salarié au SMIC à 40% pour le top 1%. Mais surtout, vous pourrez vous-même refaire toutes vos simulations selon votre situation via le simulateur S'investir FIRE gratuit que je vais vous présenter, accessible gratuitement donc dans la description. Le mouvement FIRE est né en 1992 aux États-Unis avec le livre Votre argent ou votre vie de Joe Dominguez et Vicki Robin. FIRE pour Financial Independence Retire Early, indépendance financière et retraite anticipée en français. Il a ensuite été popularisé par Pete Adoney, alias Mr. Money Mustache, qui a pris sa retraite à 30 ans grâce à un mode de vie frugal, c'est-à-dire en dépensant peu et en investissant le reste de son salaire. J'ai entendu dire qu'ils essaient de vivre avec 25 000 $ par an. Ils doivent sûrement utiliser des feuilles et des cailloux comme papier toilette, ce qui est évidemment n'importe quoi. Regardez-moi en train de profiter de ma toute nouvelle spatule et de ma poêle dans cette cuisine incroyable que j'ai aménagée moi-même. C'est bien plus que ce que les gens qui vivent avec presque rien peuvent avoir. Et c'est justement tout l'intérêt. Même une vie située tout en bas de l'échelle des dépenses aux États-Unis reste largement suffisante pour être heureux, tant qu'on dépense son argent dans les bonnes choses. Lors de cette conférence en 2016, Mr. Money Mustache prétend qu'aux États-Unis, on peut vivre avec 2000 $ par mois. Alors, est-ce que 2000 € par mois suffisent vraiment déjà pour vivre en France? Selon l'étude de l'INSEE sur le bien-être ressenti et le revenu, réalisée par l'économiste Jean-Marc Germain, le seuil de satiété pour une personne seule en France commence à 2000 € par mois pour les relations avec les autres et le temps consacré à ce qu'on aime. Le seuil maintenant de satisfaction dans la vie, lui, est atteint à 2500 € par mois, contre environ 6500 € aux États-Unis. On appelle seuil de satiété le montant de revenus à partir duquel l'argent n'améliore plus que très peu le bien-être ressenti. Et cette différence s'explique notamment parce que, contrairement aux États-Unis, l'État français finance déjà une grande partie des besoins de base, comme la santé ou l'éducation. Alors évidemment, si on part sur 2500 € par mois à se générer grâce à ces investissements pour être rentier, il y a quelques hypothèses sous-jacentes. Déjà que, par exemple, l'État va continuer à financer ses services publics et avec la même qualité à l'avenir, donc ça c'est pas forcément sûr. L'autre hypothèse, c'est que vous ne vivez pas forcément à Paris, là où le coût de la vie peut être beaucoup plus important qu'en campagne par exemple ou dans des villes moyennes. Et donc ce 2500 € qui est une moyenne à l'échelle française n'est pas forcément vrai par exemple à Paris. Mais finalement, est-ce qu'un rentier doit forcément vivre avec 2000 ou 2500 € par mois? Bien évidemment, non. Tout dépend de vos dépenses, de vos objectifs, parce que le vrai objectif du mouvement FIRE, c'est que vos revenus passifs dépassent vos dépenses, financent votre train de vie et vous laissent une marge de sécurité confortable pour faire face aux imprévus. Une fois ce point d'équilibre dépassé, vous êtes officiellement libre financièrement. Mais le montant de revenus à générer est propre à chacun. C'est pourquoi il existe en fait 3 grands types de FIRE. Au départ, il y a le Lean FIRE, donc Lean pour maigre, qui consiste à mener une vie frugale en dépensant autour de 2000 € maximum par mois, si possible moins évidemment. Et donc l'avantage, c'est que le capital à constituer pour atteindre ces revenus passifs grâce à ces investissements est moindre, puisque vous aurez besoin de moins de revenus. Mais en contrepartie, votre niveau de vie reste relativement bas. C'est ce que prône du coup Mr. Money Mustache. A l'inverse, on a le Fat FIRE.
qui vise un train de vie beaucoup plus élevé. Il veut se faire plaisir avec par exemple 5 000 € ou plus par mois en voyageant, en allant au restaurant, etc. En revanche, c'est évidemment bien plus dur à atteindre puisque ça demande potentiellement plusieurs millions d'euros de capital investi qui travaille pour se générer de tels revenus ad vitam aeternam. Et enfin, il y a le barista fire ou semi-rentier qui lui continue à travailler mais sur quelque chose qu'il aime, à son rythme et sans grandes contraintes financières. Par exemple en étant barista à côté. Et donc on peut voir dans ce reportage de PBS un couple qui a atteint le FIRE et qui a ouvert en parallèle une école de danse. 10 ans plus tard, l'ancienne professeure de danse est reconnaissante qu'elle et Marc, un ingénieur, ne travaillent que lorsqu'il le souhaite. Nous travaillons à l'ouverture d'une salle de danse de salon. C'est un peu comme un studio de danse de salon, mais davantage axé sur le côté social. Ou encore ici, Michael qui travaille désormais à son compte et quand il le souhaite. Michael, un ancien vendeur qui aime toujours travailler 1 à 2 jours par semaine en tant que consultant. Donc le barista FIRE est beaucoup plus accessible. Personnellement, c'est aussi la forme de FIRE qui me parle le plus. Continuer à avoir un job qui nous plaît, à avoir une vraie utilité dans la société, un job peut-être à mi-temps et avoir des revenus complémentaires grâce à mes placements qui donc sécurisent, assurent un minimum de revenus qui permet vraiment de travailler là où on a envie de travailler et de pouvoir aussi librement changer de métier si on a envie. Donc, avant de critiquer le mouvement FIRE, parce que oui, j'ai des choses à dire, je veux lui reconnaître un vrai mérite. Il remet sur la table 3 bases essentielles des finances personnelles pour y arriver. Maîtriser ses dépenses, augmenter ses revenus et surtout, investir. Et ce socle, il est sain. Tout le problème, par contre, réside dans ce qu'on a fait ensuite. Parce que le mouvement FIRE n'est peut-être en fait qu'une illusion. Le problème du mouvement FIRE, c'est qu'on joue avec vos émotions. De nombreuses personnes pensent pouvoir devenir rentier facilement, soit en écoutant les conseils farfelus de pseudo-rentiers, soit en prenant des raccourcis peu probables et qui arrivent rarement avant 40 ans. Il y a par exemple les frugalistes extrêmes qui peuvent finir par vous créer un rapport hyper malsain à l'argent, voire à la nourriture. Avec le lave-vaisselle atteignant une température de 170 degrés, les lasagnes seront parfaitement cuites en 1h30 sans utiliser le gaz supplémentaire d'un four. Mais aussi les rentiers 100% dividendes. Je te fais apparaître à l'écran tout de suite un graphique un petit peu de mes dividendes encaissés sur un de mes comptes titres et de ma prévision sur les dividendes que je vais encaisser dans le futur. Le problème, c'est que le dividende n'est pas un revenu, n'est jamais garanti et une entreprise peut le couper du jour au lendemain. Si vous souhaitez tout comprendre sur le grand mensonge des dividendes, vous pouvez regarder la vidéo qu'on a faite qui s'affiche juste ici ou bien on la mettra aussi en description. Il y a aussi les rentiers marchands de biens immobiliers. Alors l'immobilier qu'il vous recommande n'est pas une rente passive. C'est un vrai métier, une vraie expertise exigeante, chronophage et avec un risque entrepreneurial élevé. Mais il faut reconnaître quand même aux marchands de biens quelque chose, ils utilisent l'effet de levier du crédit. Alors ça, on va en reparler parce que c'est un mécanisme extrêmement efficace pour accélérer la création de votre patrimoine. Autre problème, se constituer le capital nécessaire pour être rentier est extrêmement difficile. C'est pourquoi de nombreuses personnes souhaitent prendre des raccourcis, mais des raccourcis hyper dangereux, peu probables, surtout avant 40 ans. Comme par exemple créer puis vendre son entreprise pour devenir riche. Une étude de l'INSEE montre que les chances d'ascension sociale sont même plus faibles de 40% pour les entrepreneurs indépendants que pour les salariés. Évidemment, il y a des erreurs encore plus évidentes, comme tout mettre sur la crypto, par exemple, et tout miser sur une pseudo-crypto qui va nous rendre riches. L'héritage non plus n'est pas une vraie solution, parce qu'il arrive souvent trop tard, à partir de 50 ans, mais surtout, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas, tout simplement, compter dessus. Son montant est en moyenne pour les Français trop faible pour se reposer uniquement dessus et devenir FIRE. 85% des héritages sont inférieurs à 100 000 €. Et évidemment, en jouant à l'euro-million, vous avez une chance sur 140 millions de gagner le gros lot. Pourtant, 79% des Français pensent que le loto est moins risqué que la bourse. Alors certes, avec la bourse, vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain en partant de zéro, mais grâce à l'effet boule de neige, l'effet des intérêts composés, vous pourriez bâtir un patrimoine solide sur le long terme. Le problème, c'est que la bourse reste encore dans l'imaginaire des gens complexe, réservé aux experts. C'est pourquoi beaucoup de gens remettent à plus tard le moment de s'occuper de leur argent. Non pas par manque de volonté, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué comment faire. Mais le plus grand piège du mouvement FIRE, c'est la théorie des 4%. La théorie des 4% vient d'une étude de William Bengen, publiée en 1994 et qui a été popularisée par la Trinity Study en 1998. La conclusion de ces travaux est la suivante.
si vous investissez dans un portefeuille américain composé de 50% d'actions et 50% d'obligations, alors vous pourriez retirer 4% par an net d'inflation sans épuiser votre capital et avec 95% de chances que votre portefeuille ne soit toujours pas épuisé après 30 ans. Ainsi, avec cette règle, avec 600 000 euros, il serait possible de retirer donc 4% de 600 000 euros, donc 2 000 euros par mois, en augmentant ce montant en fonction de l'inflation pendant 30 ans, sans jamais que son portefeuille ne s'épuise. Alors rassurez-vous, on va voir comment chaque profil que l'on va étudier pourrait arriver à une telle somme comme 600 000 euros. Ça, on va en reparler. Mais le grand problème d'abord de la règle des 4%, c'est que cette étude de la Trinity Study a deux grosses limites. La première, c'est la durée de retrait. Cette règle a été testée sur 30 ans. Mais si, comme de nombreuses personnes, vous souhaitez partir à la retraite, par exemple à 40 ans, alors votre portefeuille doit pouvoir tenir toute votre vie pendant potentiellement plus de 40 ou 45 ans. Et là, les probabilités changent radicalement. Nous avons fait les tests avec un simulateur de scénario historique qui évalue les différents chemins possibles pour votre portefeuille en le confrontant au vrai haut et au vrai bas des marchés boursiers américains depuis 1871. Dans les simulations, j'ai pris en compte l'inflation, également des frais annuels éventuels de 0,5%, mais pas la fiscalité puisqu'elle est propre à chacun. Et donc avec une allocation équilibrée, 50% actions, 50% obligations, en faisant un retrait mensuel de 2 000 $ sur 600 000 $, soit 4% par an, on a les résultats suivants. Sur 30 ans, tout va bien. Comme le prévoyait la Trinity Study, environ 95% de réussite. Mais ça se dégrade rapidement. Sur 40 ans, 69,9% de réussite, soit plus de 30% de chances de finir ruiné, autrement dit d'avoir consommé tout votre capital, et ça empire avec le temps, puisqu'après 45 ans, vous avez près de 40% de chances de finir ruiné. Mais alors, est-ce que le fait d'augmenter la part d'actions, qui sont quand même bien plus performantes que les obligations historiquement, ne permettrait pas d'augmenter vos chances de réussite? Alors, sur 30 ans, ça ne change presque rien. Lorsqu'on met maintenant 90% d'actions, vos chances de réussite passent de 95% à 94%, donc c'est sensiblement identique. Par contre, sur 40 ans et 45 ans, avec l'allocation agressive, vous avez 2 fois moins de chances de finir ruiné, avec seulement, entre guillemets, 15% de chances de terminer ruiné sur 40 ans et environ 20% sur 45 ans. Donc, globalement, le portefeuille très exposé aux actions s'en sort donc nettement mieux. On le sait, sur le très long terme, les actions sont finalement moins risquées que les obligations. Mais c'est au prix d'une forte volatilité à court terme. Et malheureusement, vivre ces chutes, tout en ayant des charges à payer, même en étant frugaliste, c'est exactement ce qui peut pousser certains rentiers à vendre leurs actions au pire moment, en pleine crise, juste pour pouvoir payer leur loyer. Donc ça, c'est la première limite qui est vraiment à prendre en considération. La deuxième limite, c'est que cette règle est américaine. Cette estimation repose sur les marchés américains qui ont été parmi les plus performants du monde, mais rappelons-le, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Depuis 1992, le S&P 500 a rapporté 11,25% par an contre 8,9% pour le MSCI World. D'un côté, le S&P 500 représente les 500 plus grandes entreprises américaines, de l'autre, le MSCI World est plus diversifié sur 1300 grandes entreprises de 23 pays développés. Alors 2,35% de différence de performance annuelle, ça peut paraître peu, mais avec les intérêts composés, 10 000 € investis en 1992 deviennent 385 000 € sur le S&P 500 contre 185 000 € sur le MSCI World, soit plus de 2 fois moins. Donc vous avez compris que la règle des 4% dont on vous parle partout est une référence haute, américaine, et impliquant un risque élevé de ruine si vous prenez votre retraite anticipée assez tôt. Alors à ce stade, pour viser 2 000 € par mois net d'inflation, le capital nécessaire était de 600 000 € avec la théorie des 4%, qui, comme on l'a vu, est quand même très optimiste. On peut donc partir avec un taux de retrait plus prudent, prenons 3%. Dans ce cas-là, il faudrait 800 000 € de capital. On pourrait même partir avec un taux de retrait encore plus prudent, 2,5%, et dans ce cas-là, il faudra 960 000 € de capital. Et là, c'est quand même une autre histoire. Atteindre 960 000 € de capital, disons même 1 million d'euros, pour pouvoir se verser 2 000 € par mois tout le restant de sa vie, c'est quand même pas accessible à l'immense majorité des Français. Heureusement, il existe peut-être une solution déjà pour améliorer les choses et améliorer ce taux de retrait.
Chez S'Investir Conseil, mon cabinet de gestion de patrimoine, nous avons une approche plus diversifiée et plus complète qu'une simple règle de X%. Une approche qui repose en fait sur 3 piliers plus 1. Je vais vous expliquer. Alors le premier pilier, qui va grandement améliorer les choses, ce sont les retraits dynamiques. Le gérant d'actifs Vanguard a démontré l'intérêt d'une stratégie de retrait dynamique. Plutôt que de retirer par exemple 4% de son portefeuille chaque année, augmentant donc grandement le risque de ruine lorsque les marchés financiers sont en crise par exemple, eh bien être flexible dans ces retraits est une approche beaucoup plus sensée et beaucoup plus résiliente. Concrètement, quand la bourse monte, on peut retirer nos 4% comme prévu, parfois même un peu plus. Mais quand les marchés financiers baissent, il faut absolument réduire temporairement ces retraits. Sur un horizon de 50 ans, le taux de succès passe de 56,3% avec la règle des 4% classiques à 90,3% de taux de réussite avec la stratégie des retraits dynamiques. C'est énorme et c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la diversification intelligente. Tout miser sur la bourse serait bien trop risqué. On l'a vu, c'est la volatilité qui peut, dans certains scénarios, causer votre ruine. La clé, ce n'est donc pas d'investir uniquement en bourse. C'est plutôt de combiner intelligemment plusieurs actifs. En 1967, le futur prix Nobel d'économie Paul Anthony Samuelson l'a démontré dans une étude intitulée « La preuve que la diversification paie ». Son idée, diversifier ne sert pas forcément à gagner plus, mais surtout à éviter que tout votre patrimoine chute en même temps. L'idéal, des actifs décorrélés qui n'évoluent pas de la même façon, et donc en faisant cela, vous diminuez encore plus votre risque de ruine et vous augmentez donc mécaniquement votre taux de réussite. Couplé au premier pilier, qui a déjà grandement amélioré les choses, eh bien vous allez encore plus mettre toutes les chances de votre côté. Et cette règle ne vaut pas que pour 2 entreprises. Elle se généralise à toutes les classes d'actifs, donc les actions, les obligations, les private assets, les SCPI, qui ne réagissent pas de la même manière avec les taux d'intérêt ou avec la macroéconomie par exemple. Donc résultat, quand les unes vacillent, les autres compensent. C'est exactement ce qu'on fait chez S'Investir Conseil. On combine différentes classes d'actifs, différentes familles, aux couples rendement-risque et aux corrélations différentes pour gagner en résilience. Enfin, troisième pilier, et c'est probablement celui qui va terminer de verrouiller votre taux de réussite au maximum, les actifs de rendement. Là où les 2 piliers jouent en fait sur la structure et la flexibilité de vos retraits, celui-ci change la nature même de vos revenus. Les actifs de rendement permettent de générer des revenus potentiels récurrents, réguliers, versés indépendamment des soubresauts de la bourse. Concrètement, si vous investissez dans les meilleurs SCPI du marché, qui ont versé plus de 7% par an depuis leur création, c'est le cas par exemple de la SCPI Hirokozen, eh bien vous allez toucher des revenus potentiels réguliers tous les mois, donc des loyers finalement, grâce à vos investissements. Et donc on ne dépend plus là d'un certain taux de retrait en fonction de la bourse et est-ce que je peux retirer ou pas, mais on a des locataires finalement qui vont payer pour la location de leurs immeubles et ces loyers vont rémunérer les actionnaires des SCPI. Donc en devenant investisseur en SCPI, en devenant actionnaire d'actifs de rendement, eh bien vous allez pouvoir toucher des revenus potentiels réguliers. Et ça va grandement augmenter votre taux de réussite. Ça vous permettra aussi de ne pas toucher par exemple à vos actions en bourse lorsque effectivement la bourse est en déclin. Alors j'ai parlé des SCPI, mais on peut aussi parler des meilleurs fonds euros qui dépassent aujourd'hui 3% par an. Certains fonds de rendement aussi en private asset ou en infrastructure qui visent 5 à 7% de rentabilité annuelle et qui vont verser donc des revenus potentiels avec une certaine régularité et sans les montagnes russes des marchés. Donc finalement, tant que vous êtes en train de construire votre patrimoine, vous êtes en phase de capitalisation, il va falloir se concentrer sur les actifs offensifs pour atteindre la retraite anticipée le plus vite possible. Et en phase ensuite de consommation du capital, lorsque vous êtes rentier, eh bien les actifs de rendement vont pouvoir prendre le relais ou du moins une partie et donc ils vont permettre d'augmenter le taux de retrait tout en réduisant le risque de ruine. Bien sûr, les rendements ne sont pas garantis et ces chiffres reposent sur des simulations non garanties données à titre illustratif. Maintenant, il existe un dernier pilier qui peut tout accélérer, l'effet de levier du crédit. Quand on vise la liberté financière, l'idéal est que votre rente couvre au moins vos dépenses courantes et votre logement, parce que le logement est souvent l'un des plus gros postes de dépenses des Français. Donc, si vous arrivez à le neutraliser, soit en devenant propriétaire de votre résidence principale, soit en générant des revenus immobiliers, vous réduisez fortement le montant de patrimoine nécessaire pour devenir FIRE. Et justement en France,
L'immobilier permet d'accéder au crédit. Il existe en fait 3 solutions pour financer à crédit un investissement en France et donc profiter de cet effet de levier. Première option, acheter votre résidence principale à crédit. Ce n'est pas un actif de rendement, mais à long terme, une résidence principale remboursée, ça peut supprimer une dépense majeure, le loyer ou le crédit immobilier. Deuxième option, investir dans l'immobilier locatif physique à crédit. Troisième option, investir dans des SCPI à crédit. Et là, on retrouve directement notre logique FIRE. Les SCPI sont des actifs de rendement. Elles ont pour objectif de verser des revenus réguliers, ce qui peut devenir un atout majeur en phase de consommation du capital, en phase de rente. Alors reprenons maintenant nos 4 profils, du salarié au SMIC au top 1%. Actuellement, en prenant un taux d'endettement à 35% de leurs revenus, voici ce qu'ils pourraient emprunter au maximum sur 25 ans. Salarié au SMIC, autour de 100 000 euros. Revenu médian, à peu près 150 000 euros. Top 10%, autour de 265 000 euros. Et top 1%, plus de 500 000 euros. Évidemment, ça c'est pour une personne seule. Et donc pourquoi le crédit va pouvoir accélérer autant les choses? Parce que sans crédit, pour acheter 100 000 euros de SCPI par exemple, vous devez d'abord épargner 100 000 euros. Ça peut prendre des années. Avec le crédit, vous pouvez vous exposer immédiatement à 100 000 euros d'actifs de rendement. Il faudra d'abord vous endetter pour acheter les SCPI, puis les rembourser progressivement grâce à 2 moteurs, votre effort d'épargne et les revenus distribués par les SCPI. Par exemple, par tranche de 100 000 euros investis en SCPI, avec un rendement autour de 5% net, ça représente donc 5 000 euros de revenus annuels, net de frais de gestion de la SCPI. Évidemment, au départ, ces revenus ne tombent pas directement dans votre poche. Ils servent en grande partie à rembourser le crédit. Et selon les taux, la durée du crédit, la fiscalité, les SCPI choisis, fournir un effort d'épargne qui peut donc tourner autour de 100 euros par mois, hors fiscalité, tous les 100 000 euros empruntés. Il faut garder un petit peu cette ordre de grandeur. Donc c'est précisément là que l'effet de levier devient puissant. Vous n'achetez pas seulement un actif, vous construisez progressivement une future rente avec de l'argent que vous n'aviez pas encore et avec des revenus locatifs qui participent au remboursement de votre dette. Ce n'est qu'après le remboursement du crédit, donc dans 15, 20, 25 ans, que vos SCPI seront 100% payés et que vos loyers pourront réellement augmenter vos revenus disponibles sans effort d'épargne lié au crédit. Pour autant, pendant tout le remboursement du crédit, vous êtes quand même en train de construire votre patrimoine et de vous enrichir puisque vous devenez propriétaire net de parts de SCPI. Bon, du coup, la question que tout le monde se pose maintenant, qui pourra vraiment être rentier FIRE et quand? Pour voir qui pourra être rentier parmi les 4 profils de Français, nous prendrons comme hypothèse le MSCI World, plus diversifié et plus représentatif que le S&P 500. Entre 1969 et 2026, l'indice MSCI World a eu une performance historique de 8% en prenant en compte des frais annuels éventuels de 0,5%. Et pour être le plus réaliste possible, on va aussi compter une augmentation de la capacité d'épargne qui suit l'inflation à 2% par an. Dit autrement, chaque profil tous les ans va pouvoir augmenter le montant épargné de 2% par an dans notre simulation. Cette fois, on applique directement la méthode S'investir Conseil que l'on vient de voir, donc les 3 piliers retrait dynamique, diversification intelligente, actifs de rendement, permettant de sécuriser un taux de retrait autour de 4% avec un niveau de réussite élevé, là où la règle des 4% bruts seul expose à un vrai risque. Autre point important, le capital à atteindre n'est pas figé. Puisque vos dépenses augmentent avec l'inflation chaque année, le capital nécessaire pour financer ces dépenses, lui aussi, augmente avec le temps. Donc on ne vise pas un montant fixe, mais plutôt une cible mouvante, recalculée en euros du jour où vous partez vraiment à la retraite. Du coup, pour le salarié au SMIC, pour maintenir son niveau de vie, il lui faudrait environ 1 million d'euros au moment de son départ, parce qu'avec l'inflation, donc prise à 2% par an, ses dépenses actuelles vaudront beaucoup plus dans 40 ou 50 ans. À son rythme d'épargne, donc on rappelle 10% de ses revenus augmentés de 2% chaque année, il atteindrait ce capital en 47 ans. Donc s'il démarre à 25 ans, il sera FIRE à 72 ans. Autant le dire clairement, l'indépendance financière totale, celle où plus aucun revenu du travail n'est nécessaire, ne tient pas ici. Ce qui est réaliste en revanche, c'est de viser un barista FIRE, donc continuer une activité choisie à son rythme, en complément de revenus passifs qui allègent la pression financière, ou plus simplement de se constituer des revenus complémentaires qui viennent donc sécuriser sa retraite classique plutôt que de la remplacer complètement. Puisqu'en effet, il pourra aussi, et peut-être, compter sur le système de retraite par répartition de l'État qui viendra compléter ses revenus le moment venu pour un montant qu'il est difficile d'anticiper aujourd'hui tant
L'avenir de notre système de retraite est très incertain. Pour maintenant, le profil médian. Capital cible 1 022 000 euros, atteint en 34 ans. Il pourra normalement être FIRE en démarrant à 25 ans à 59 ans. Pour le top 10%, le capital cible est d'environ 1,5 million d'euros, atteint en 26 ans, FIRE théorique à 51 ans. Et le top 1%, capital cible d'environ 2 millions d'euros, atteint en 21 ans, FIRE théorique à 46 ans. Alors toute cette simulation a été faite sans effet de levier, et donc évidemment pour accélérer les choses, comme on l'a vu, chaque profil pourra aussi utiliser le fameux effet de levier. Donc maintenant, le plus important, c'est de refaire les calculs avec votre propre scénario FIRE, votre investissement, votre âge, vos durées, vos chiffres, votre objectif de revenu in fine. Donc c'est exactement pour ça qu'on a créé ce simulateur FIRE, pour que vous puissiez simuler calmement avec des chiffres précis. Donc cliquez sur le premier lien en description pour y accéder gratuitement.